S'il t'arrive parfois de te remettre profondément en question, de porter des jugements sur toi-même, ou encore de te questionner pourquoi tu acceptes encore aujourd'hui de subir certaines choses de la part des autres, de la part de ton environnement, eh bien cet épisode de podcast qu'on t'a réservé avec Samir pourrait répondre à beaucoup de ces questions. Donc si ça t'intéresse, tu restes avec nous pour ce nouvel épisode de la Systémique du Bonheur. Salut Julien. Salut Samir. Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Systémique du Bonheur. Absolument. Alors aujourd'hui, Julien, on va arriver avec un nouveau sujet. De quoi qu'on se cause? Et ben aujourd'hui, on va se parler de l'estime de soi. C'est un sujet qu'on avait déjà évoqué dans précédents podcasts, mais on revient dessus parce que c'est quand même un sujet qui est essentiel et on va aller regarder ça sous un angle un peu particulier, entre autres à travers les clés que nous apporte Christophe André sur la question de l'estime de soi, mais aussi comme d'habitude des choses qu'on va apporter et ajouter par rapport à ce qu'on partage, ce qu'on enseigne sur ce sujet-là au sein de l'Institut et comment on travaille justement avec nos clients sur cette question. Ouais, exactement. Alors, on a certainement par le passé fait des tables rondes. Une table ronde, il me semble, sur la question de l'estime de soi ou de la confiance en soi, ou plutôt de la différence entre les deux. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on va peut-être aussi définir ce qu'est l'estime de soi et du coup revenir sur cette chose qui est fondamentale et qui donne parfois lieu à des confusions. Le fait que estime de soi et confiance en soi, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire qu'on peut avoir de l'estime de soi sans avoir confiance en soi. On peut avoir confiance en soi sans avoir de l'estime de soi. Alors peut-être, Julien, est-ce que tu as envie de commencer à introduire ou plutôt définir ces deux thèmes? Oui, tout à fait, Samir. Alors, d'abord, pour définir l'estime de soi, on va prendre en compte que il y a trois grandes composantes. Il y a le regard qu'on porte sur nous, il y a le jugement et il y a le traitement de soi. Alors, l'estime de soi, ça correspond à la valeur en fait qu'on s'accorde en tant que personne et il y a trois dimensions. Donc d'abord, il y a le regard porté sur soi. C'est tout ce qui est auto-perception, image personnelle, rapport au corps aussi qui va rentrer en jeu, ce qu'on appelle l'image corporelle. Deuxième point, c'est le jugement. Alors le jugement porté sur soi, ça va être l'évaluation de notre propre valeur, de nos qualités et aussi de nos défauts, parce que c'est important d'avoir une vision quand même qui est objective, qui est large de la personne que nous sommes pour que ce jugement soit le plus équilibré possible. Et puis il y a le traitement qu'on s'accorde. Comment on se parle à soi-même, comment on se respecte, comment on se priorise ou non dans notre quotidien, et les décisions qu'on prend et les choses qu'on accepte aussi que le monde qui nous entoure, amène, nous apporte, nous fasse vivre. Alors, peut-être ici, on va revenir dessus bien évidemment, une estime de soi qui est saine, c'est ni se surestimer en tant que personne, ni se dévaloriser finalement dans notre être, c'est se reconnaître comme un être humain qui est imparfait, certes, mais qui est digne malgré tout d'amour, de respect et de progression. Et là, ici, on reviendra un petit peu plus tard dessus, mais on pourra revenir vraiment sur ce point d'humilité et de modestie, qui sont deux éléments vraiment essentiels à bien comprendre et à bien séparer pour voir c'est quoi l'impact que ça a sur notre estime de soi. Alors Samir, t'avais parlé justement de cette distinction entre la confiance en soi et l'estime de soi, quelque chose qu'on explique constamment, que ce soit à nos clients, que ce soit dans les cours qu'on va donner pour nos étudiants. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur cette notion pour éviter justement cette confusion, comme tu le disais? Ouais, bien sûr. Alors, en fait, il faut juste comprendre que l'estime de soi, ça concerne l'être, en fait. Ça concerne nous, notre identité, la personne que nous sommes, comment on se perçoit également. Donc, ce qu'on pense valoir, ce qu'on pense être, indépendamment de ce qu'on fait. Et la confiance en soi, elle, ça touche plus le faire. Donc vraiment de garder ça à l'esprit. Estime de soi, être, confiance en soi, faire. Donc la confiance en soi, c'est plus justement la croyance en ses capacités, à accomplir des grandes choses, à agir efficacement dans certains domaines. Le truc, c'est que tout à l'heure, je disais qu'on peut avoir l'un sans l'autre. Je peux prendre un exemple. Une personne peut vendre de la drogue en ayant une faible estime de soi,
parce qu'elle n'est pas en accord avec ce qu'elle fait, parce qu'elle a une image négative de ce qu'elle fait, tout en ayant confiance en ses capacités de vendre ce genre de produit. Donc, elle va avoir confiance en ses capacités de vendeur, d'accord? Elle a confiance en elle, sans aucun souci. Par contre, il y a cette estime de soi qui est dégradée derrière. Donc, c'est ça qu'il faut le comprendre. La confiance en soi, c'est vraiment sur ce qu'on fait et l'estime de soi, c'est sur l'être. Si on ne sait pas de quoi on parle, bah forcément, on peut pas agir dessus. Tu peux pas dire, je vais apprendre à avoir confiance en moi, si derrière, tu fais la confusion entre estime de soi et confiance en soi. Tu peux pas agir sur quelque chose que tu ne comprends pas. Donc ça, c'est vraiment important. C'est important de nommer les choses et aussi de savoir ce qui se cache derrière. Tu vois, Julien, juste comme ça je vais faire une petite digression, mais qui est en lien par rapport à ce que je suis en train de dire. Gare, Julien, il n'y a pas très longtemps, par exemple, je travaillais avec une de mes clientes et il y a quelque chose qui revenait très souvent dans son discours, c'était la question de la loyauté. Alors rien à voir avec l'estime de soi, mais c'est vraiment pour revenir sur le fait que c'est important de savoir ce qui se cache derrière. Qu'est-ce que veut dire réellement un mot, d'accord, pour pouvoir agir dessus. Et en fait, ça bouclait cette question de la loyauté. Et c'était une valeur fondamentale chez elle. Mais par contre, vu que ça lui posait des problèmes, elle était partie en total opposé. Donc en polarité totale de ça sert à rien la loyauté, je veux plus être loyal parce que ça me cause que des problèmes. Ouais, je comprends. Le truc, c'est que si elle fait ça, c'est un point essentiel de ses valeurs. Donc tôt ou tard, ça va causer des problèmes. Parce qu'il va y avoir une estime de soi qui va être dégradée. Tôt ou tard. D'accord? Ouais. Donc du coup, en fait, à un moment, qu'est-ce que je l'ai amené à faire? Donc je l'ai questionné et tout, ça marchait pas. Je voyais que, tu sais, elle était tout le temps en polarité. Je lui ai dit, ok, y a pas de souci. Tu vas prendre le dictionnaire et tu vas me dire c'est quoi la loyauté? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois? Puis en fait, elle a lu la définition et puis elle m'a fait, ah merde! Je fais, ah oui, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, en fait, la loyauté, c'est le fait de respecter ses engagements. Mais en fait, jusqu'à aujourd'hui, je respectais les engagements des autres, en fait. C'était pas mes engagements. Je m'imposais les engagements que les autres m'imposaient. Et pour moi, c'était ça être loyal. Et en fait, à ce moment-là, il y a eu un shift. Mais ça n'a rien à voir avec la question de l'estime de soi. Hein. Mais c'est vraiment pour comprendre que si tu ne sais pas ce qui se cache derrière ces mots-là, si tu fais la confusion entre les deux, tu pourras pas, en fait, augmenter ton estime de soi. C'est pas possible. Parce que tu vas confondre confiance en soi et estime de soi. Ouais, complètement. Ouais. Bah, c'est un super exemple et, tu sais, tu dis effectivement qu'il y a pas forcément de lien avec le sujet, mais en vrai, si. Parce que, la loyauté qu'on peut ressentir, à laquelle on peut s'attacher, peut aussi jouer fortement sur notre estime. Parce que cette loyauté, tu sais, ça peut aussi être rester loyal face à l'image, en fait, que les autres nous renvoient de nous, de ce que les autres pensent de nous, de ce que les autres disent de nous, et que finalement, cette notion de loyauté, elle se rapproche aussi beaucoup de notre besoin naturel d'être dans de la cohérence et de vivre de la continuité dans les éléments qui font partie de notre quotidien, de notre vie, de notre manière de fonctionner. Et qu'en fait, des fois, sans s'en rendre compte, on est loyal à une image, à un rôle, en fait, qu'on va porter depuis peut-être très longtemps, et on comprend pas trop pourquoi on n'arrive pas à avancer. Mais c'est parce qu'il y a cette notion de loyauté, justement, entre la personne qu'on voudrait devenir quelque part, mais qu'on s'empêche, et puis la personne qu'on a toujours été, entre guillemets, et on reste rattaché à cette image-là. Et du coup, ça crée des conflits internes, puis c'est compliqué, quoi. Ouais. Donc non, ça fait beaucoup de sens, je trouve, en fait, cet exemple que tu donnes. Ouais, et aussi, peut-être qu'il y a un point intéressant à mettre en place, c'est vraiment de garder à l'esprit que cette estime de soi, elle se construit au travers de notre dialogue interne. C'est beaucoup le dialogue interne, ce qu'on se raconte, l'histoire qu'on se raconte de nous, qui va influencer cette estime de soi. Donc parfois, si tu changes l'histoire, je dis pas que c'est facile, parce que ça peut demander un travail avec quelqu'un, ça peut demander une mise à jour, en fait, de notre carte du monde, mais c'est ce que tu te racontes qui va venir construire cette estime de soi. Parfois, on a cette tendance à dire, je ne m'estime pas à cause des autres, non. C'est ton dialogue intérieur, en fait. C'est ça qui vient animer, et c'est aussi une lecture du monde. Ça te pousse à regarder le monde avec un certain filtre, avec certaines lunettes. Et du coup, ça influence ton regard du monde aussi, Ouais, c'est ça peut compliquer pas mal. Et le point que tu nommes ici,
Tu sais, nous on le dit souvent, mais on n'est pas notre histoire, mais on est celle qu'on se raconte le plus souvent. Ouais. Donc en fonction de ce que tu entretiens comme discours, et c'est pas... tu sais, quand on dit ça, toi qui nous écoutes, si jamais tu tombes sur cet épisode, puis t'as jamais écouté les épisodes d'avant, c'est de bien comprendre que cette phrase-là, c'est pas un truc tout fait, en mode... tu sais, la petite citation qui nous dit on n'est pas l'histoire qu'on a vécue, mais on est ce qu'on se raconte, etc. Tu sais, c'est pas le côté raccourci dev perso qu'on peut parfois trouver, c'est une réalité. C'est que le discours intérieur joue un rôle très 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 important sur l'image que tu entretiens de toi, les perceptions que tu as de toi, le piège en fait de l'identification à tes challenges de vie, à tes difficultés que tu peux rencontrer. Et tout ça, en fait, ça fait partie de tes process cognitifs. Et si t'es pas vigilant ou vigilante, bah, le problème, c'est que tu vas laisser petit à petit tout ça gagner du terrain et dicter la manière dont tu dois vivre les choses et comment tu vas ressentir les choses au quotidien. Alors, on a évoqué trois piliers importants, trois composantes importantes de l'estime de soi. On va peut-être commencer avec la première ici, Samir, qui va être le regard qu'on va porter sur soi. Ouais. Et ça va faire un lien directement avec notre discours intérieur, parce que ce regard qu'on porte sur nous-mêmes, il va être crucial. C'est que si j'ai un regard sur moi qui est négatif, qui est méchant, violent, qui est critique, ben forcément j'ai le discours intérieur qui va aussi aller avec ce regard-là. Et la chose, c'est vraiment de comprendre que quand on va avoir justement cette attitude, ce regard non amical, non bienveillant envers nous-mêmes dans le quotidien, de manière vraiment très régulière, on va activer des zones de souffrance dans le cerveau. Et la souffrance qu'on va amener dans notre système nerveux va déclencher tout un tas de choses, dont notre incapacité à pouvoir prendre du recul, à pouvoir accéder à nos ressources, à pouvoir prendre des meilleures décisions, à poser des meilleures actions. Et après, le truc, c'est que c'est un cercle qui est vicieux. Parce qu'en fait, tu dis, je me critique, je me juge, je me regarde de la mauvaise façon, parce qu'en fait, je vois bien les choses que je fais pas, que je n'accomplis pas, que je ne réalise pas, ou les erreurs que je commets. Sauf que, faut pas oublier que quand tu fais ça, en fait, tu favorises l'apparition des problématiques comportementales, décisionnelles, émotionnelles, qui fait que tu en reviens au résultat que tu n'aimes pas, et du coup, tu te regardes à nouveau de la mauvaise façon, et donc tu réenclenches le cycle, et en fait, ça n'est que ça. C'est un cercle vicieux dans lequel tu t'installes. Alors bien sûr, dire ça, c'est toujours plus facile que de le faire, hein, on est d'accord. Ça demande un effort, ça demande du travail sur soi, ça demande du temps et de la répétition. Mais si tu sais maintenant que porter ce regard négatif sur toi, sous prétexte que tu fais pas, tu dis pas, t'as pas vécu, t'as pas eu, tu t'es pas respecté, t'as pas fait telle et telle chose, t'as accepté telle et telle chose par le passé, ok, c'est d'y aller vraiment en mode, bon, il s'est passé ce qui s'est passé, maintenant où est-ce que j'ai envie de me rendre, où est-ce que j'ai envie d'aller, et du coup de ne pas croire sur parole toutes les pensées qui te passent par la tête. Ouais. Avec tout ça, porte un regard amical sur toi-même, ne renonce pas à changer, d'accord, mais sois toujours bienveillant avec toi-même. Prends goût à vivre du progrès, plus que te concentrer sur le succès. Parce qu'il y a ce dicton qui nous dit que le plus important, c'est le chemin et c'est pas la destination. C'est le chemin que tu vas faire, que tu vas prendre, que tu vas vivre, parce qu'en fait, c'est vraiment ça qui va te construire, c'est vraiment ça qui va te bâtir et pas ce qui va se trouver au bout. Et plus tu vas comprendre ça, plus tu vas pouvoir te mettre dans l'autocompassion, d'accepter tes imperfections. Parce que plus tu fais ça, encore une fois j'insiste, mais c'est plus qu'une démarche de développement personnel. C'est une démarche qui permet de rebâtir une image beaucoup plus solide, beaucoup plus stable, beaucoup plus positive de toi-même, qui va influencer directement ton identité et, du coup, qui va influencer tes résultats, tes comportements, ta manière d'agir, ta manière de décider. Et peut-être là-dessus, et je pourrais revenir sur ça tout à l'heure, en fonction de où est-ce qu'on s'en va avec la discussion, Samir, mais avant de te laisser la parole, de vraiment toi qui nous écoutes, comprends que ton identité,
D'accord? Et quand je dis ça, c'est pas comment tu t'appelles, quelle date de naissance t'es né où dans le monde. C'est vraiment ton identité, c'est-à-dire la représentation profonde que t'as de toi-même. Elle influence et elle dicte ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas dans ta vie. Elle dicte profondément quels sont les comportements qui sont correspondants à cette identité ou non. Quelles sont les réactions qui sont correspondantes ou non. Quelles sont les pensées, les émotions, les ressentis, les résultats qui sont correspondants ou non. Et que si jamais t'entretiens une identité qui est mal finalement calibrée, qui est mal positionnée, mais forcément tu pourras faire tous les efforts que tu veux, tu ne pourras pas en fait changer les résultats tant que tu n'auras pas changé cette vision de toi. Et le pilier de l'estime de soi dans cette dynamique est super important. Ouais, voilà. exactement. Samir, je te laisse continuer. Merci Julien pour le partage de ce premier pilier, et toi qui nous écoutes, tu verras à la fin, une fois qu'on te partagera les trois, comment ces trois piliers sont interconnectés et sont importants tous les trois. Donc le deuxième pilier en fait c'est le juste lien aux autres. Donc en fait, en gros, c'est le fait de ne pas se définir par le regard extérieur, mais rester en lien sincère et respectueux. En fait, il faut juste garder à l'esprit que on a besoin des autres, d'accord? On a besoin d'être aimé, on a besoin d'être apprécié, on est des animaux sociaux, on le répète tout le temps et je pense qu'on va le répéter jusqu'à la fin parce que c'est une règle universelle en fait. C'est une personne qui dit moi j'ai pas besoin des autres, c'est du gros bullshit, elle est juste en polarité, mais même au travers de sa polarité, elle recherche à être acceptée par sa polarité. D'accord? C'est assez drôle, c'est comme les personnes qui se mettent en marge de la société. En fait, ils se mettent en marge, mais en même temps, ils cherchent à appartenir à un groupe qui est lui-même marginalisé. Donc c'est juste humain en fait. Tout à fait. Donc voilà. Donc le truc c'est que comme je dis, on a besoin du regard des autres, on a besoin d'être aimé, on a besoin d'être apprécié pour ce que on est et au-delà même des performances ou de ce que nous faisons. D'accord? Donc on est plus en recherche d'un amour authentique et inconditionnel, même si parfois c'est un peu difficile, même si parfois on passe par du marchandage. D'accord? Ça peut arriver un peu à tout le monde. Donc, le truc, c'est juste de garder à l'esprit que ça va résonner particulièrement avec l'importance de l'intelligence émotionnelle, ce deuxième pilier. L'intelligence émotionnelle, on en parle dans le coaching, on le fait souvent, des fois on travaille avec ça dans le coaching, on entend parler de ça aussi parfois dans le développement personnel. En fait, c'est comment savoir créer des liens authentiques avec les autres. D'accord? Et ça va être essentiel. Ça va être important. Donc en fait, le deuxième pilier, c'est justement ce juste lien aux autres. C'est vraiment d'apprendre à ne pas se définir au travers du regard des autres, à être aimé pour ce que nous sommes. Parfois, ça peut être compliqué en fonction de, tu sais, quand on est, je vais donner un exemple, Julien, une personne qui n'est pas alignée, qui a eu l'habitude de rechercher l'amour au travers d'actions, de comportements. Je parlais de marchandage, une espèce de marchandage affectif en fait, parce qu'elle est dans un environnement qui est pas toujours sain, qui peut être toxique, etc. Ça peut être très challengeant, mais en fait le truc c'est que pour en arriver à ce deuxième pilier, ça va en priorité demander de travailler sur soi, parce que ce juste lien aux autres, tu ne pourras pas l'avoir si toi-même tu n'as pas fait de la clarté avec le lien que tu as vis-à-vis de toi-même. Si tu n'as pas fait la clarté sur ton authenticité, sur qui tu es, si tu n'es pas toi-même capable aussi d'apprendre à t'aimer inconditionnellement. Et ça, c'est drôle. On est en recherche d'amour inconditionnel, mais parfois on ne s'aime pas inconditionnellement. C'est pas toujours évident, et effectivement, il y a cette dynamique aussi où on a tendance à chercher à l'extérieur les explications, les justifications et les choses qu'on a l'impression de manquer à l'intérieur de nous. Et le problème, c'est que cette recherche constante est débilitante, dans le sens où elle nous affaiblit considérablement, psychologiquement, émotionnellement, même parfois physiquement, parce qu'en fait, plus tu recherches à l'extérieur des choses pour combler ce qui se passe à l'intérieur, comme de la reconnaissance, de la validation, de l'amour, de l'estime, de la liberté, de la sécurité, tout un tas de choses, plus en fait tu vas développer tout un tas de systèmes à l'intérieur de toi
qui vont t'amener de la douleur, de l'anxiété, de système de croyance qui est inadapté. Et en fait, tu vas t'épuiser au fur et à mesure. Et en fait, c'est vraiment ce cercle vicieux dans lequel on peut se trouver. Alors, là-dessus, puis tu l'as dit Samir, la question ici, c'était le rapport qu'on a aux autres, le rapport aux gens qui nous entourent, ce lien qu'on va entretenir. C'est vraiment important, quelque part, que tu comprennes, toi qui nous écoutes, qu'on est le fruit, le résultat des interactions qu'on entretient avec l'environnement, avec le monde qui nous entoure, et que parfois, on va, sans s'en rendre compte, se laisser porter, se laisser finalement prendre dans des relations, dans des groupes, dans des échanges qui ne nous apportent rien, qui ne nous font pas progresser, qui ne nous font pas avancer, et qui au contraire nous consument et nous détruisent petit à petit, parce que ça devient notre cadre de référence. Et je prends souvent cet exemple-là, mais si toi qui nous écoutes, t'as des enfants, ma question c'est, est-ce que tu laisserais ton enfant traîner avec n'importe qui ? Et la réponse serait probablement non. Pourquoi ? Parce que tu sais que ton enfant pourrait être influencé, parce que tu sais que ton enfant pourrait se retrouver dans des situations qui sont compliquées pour lui, parce que tu sais qu'il pourrait apprendre des choses qui sont inadaptées, vivre des expériences qui sont pas bonnes pour lui. Du coup, pourquoi est-ce qu'on s'impose, nous, en tant qu'adultes, de devoir passer du temps et de devoir subir, en fait, la présence de certaines personnes ? Et il y a encore cette notion de loyauté qui peut ressortir ici aussi. Mais c'est vraiment de voir ce côté où, il faut aussi faire des choix qui sont plus cohérents. Il faut faire des choix qui sont plus alignés, des choix qui sont plus pertinents pour faire en sorte qu'on avance dans la meilleure direction possible. Et notre environnement y joue un rôle essentiel là-dessus. Parce que, oui, l'environnement nous influence, mais il y a aussi le choix qui vient influencer ton estime quand tu te dis, non, en fait, je reste avec cette personne-là parce que, je suis pas sûr de trouver d'autres personnes intéressantes, ou je suis pas sûr que je mérite mieux, ou finalement, on a les amis qu'on mérite. C'est, en fait, un signal que tu renvoies à ton estime et à ton identité qui est hyper pénalisant et hyper blessant, en vrai. On s'en rend pas compte, mais tu souffres plus, finalement, de subir et d'accepter, de tolérer et de continuer à entretenir des relations qui sont pas les bonnes pour toi. Ça veut pas dire que la personne est mauvaise en soi, mais c'est que cette relation-là n'est pas bonne pour toi, plutôt que de prendre une grande respiration et de dire, en fait, je peux aussi me retrouver moi, et je peux reprendre mes marques différemment, et connecter différemment. Et bien évidemment, ça demande du courage, ça demande de la confiance, ça demande tout un tas de choses, mais c'est des choses qui existent en toi et que tu peux aller chercher, et que tu peux aller mettre justement en œuvre pour progresser. Ouais. Donc c'est les points que tu vois, j'avais envie de rajouter par rapport à ce que tu amenais sur cette question justement de l'importance du lien par rapport aux autres. On passe au troisième pilier, donc c'est l'ouverture au monde. En fait, l'ouverture au monde, c'est le fait de se sentir capable d'agir, d'apporter sa contribution et d'avoir une place. Et ça, c'est un point qui est très important et qui revient souvent dans nos échanges, Julien, lorsqu'on partage dans nos podcasts, au travers de ce qu'on enseigne à l'Institut, ce besoin de contribuer. Et c'est aussi la pyramide la plus haute de la pyramide de Maslow, justement. Le fait de vouloir avoir une place et de contribuer aux autres. Et d'ailleurs, même dans la pyramide de Diels qu'on utilise aussi en coaching, c'est le niveau le plus haut. Donc, tout à fait. L'estime de soi, en fait, il faut juste garder à l'esprit que l'estime de soi, c'est pas une fin en soi. Ça, c'est important de le garder. Mais c'est plus un moyen de s'ouvrir à la vie. Plus un moyen d'être curieux, de découvrir des choses, d'apprendre à se connaître aussi. Mais sans être préoccupé par le jugement des autres. Voilà. Ça, c'est le point important. Et aussi, ce que on avait dit tout à l'heure, la petite surprise, c'est qu'en fait, ces trois piliers, ils se nourrissent mutuellement. Et s'il y en a un qui s'effondre, malheureusement, tout vacille. C'est ça. C'est qu'après ton système, il est plus du tout à même, en fait, de progresser dans la bonne direction parce qu'il est déstabilisé. Il a plus son équilibre. Et ça,
c'est un point effectivement qui est important sur cette notion de connexion au-delà des interactions humaines, comme tu dis, l'ouverture au monde et de réussir à prendre sa place. Tu sais, je pense à toutes ces personnes qui ont souvent une espèce de réticence à la notion de mission, à la notion de vision, de prendre sa place, d'avoir une place en fait dans le monde, comme si en fait c'est juste fais un boulot, paye tes impôts, fais ta vie, fonde une famille si tu veux, puis t'auras pris ta place. Mais en fait, on peut aussi aller vers quelque chose de plus important et de plus grand. Et là où peut-être j'ai envie d'amener de la nuance sur ce sujet-là, c'est que chercher sa mission de vie, vouloir apporter sa contribution, faut faire attention à savoir qu'est-ce qui anime en fait cette dynamique-là. Est-ce que c'est un besoin de reconnaissance individuelle, et dans ce cas-là on parle de l'ego, et c'est pas forcément le meilleur chemin à prendre? Ou est-ce que c'est parce que en fait t'as envie de sentir que tu fais partie d'un tout et que c'est le tout qui est plus important en fait que toi en tant qu'individu. Et du coup le niveau de développement et le niveau d'accomplissement, le niveau de bien-être, de bonheur va pas du tout être le même. Et dans notre société aujourd'hui, alors beaucoup dans les pays occidentaux, dans les pays modernes développés, on a cette dynamique qui est en place de l'individualisme, de l'ego, de la réussite personnelle, de l'accomplissement personnel, du sentiment de liberté profond qui est là où j'existe en tant qu'individu, je suis reconnu en tant qu'individu. Et quelque part, c'est aussi problématique. Et on pourra d'ailleurs, je pense, Samir, se faire un petit épisode de podcast là-dessus. Ouais. Mais de voir que c'est aussi problématique parce qu'à ce moment-là, la recherche de contribution et la recherche d'accomplissement et de s'inscrire dans quelque chose est plus de l'ordre de l'ego qui a envie d'être reconnu et d'être validé, plus que je veux faire partie d'un ensemble et je veux pouvoir progresser et je veux pouvoir avancer, mais pour bâtir quelque chose qui fait partie de l'ensemble. Et du coup, pour aller dans cette direction-là, il faut aussi que tu aies de l'estime. Il faut aussi que tu sois aligné avec toi-même, parce que si t'es pas aligné et que tu es en recherche extérieure, encore une fois, de validation, de reconnaissance, de satisfaction de ton image, en fait, tu peux te mentir en profondeur, au fond de toi, en disant non, mais moi je contribue, mais moi je mets des choses en place pour quelque chose de plus grand. Oui, mais si ton souci principal c'est d'être mis en lumière dans ce mouvement de quelque chose de plus grand et de dire oui, mais il faut qu'on me voie, il faut qu'on sache que j'ai fait, il faut qu'on sache que j'ai accompli. Ouais. Dans ce cas-là, c'est plus du tout la même dynamique. Donc vraiment de faire attention, parce que tout ce qu'on te donne là, c'est pas de voir que ton estime de soi c'est une fin en soi. C'est pas le truc qu'il faut aller chercher à tout prix, puis ça y est, ta vie elle sera réglée et tout ira bien. C'est plus un moyen, vraiment de t'ouvrir, un moyen de prendre ta place et de contribuer en fait à ce que tout un ensemble fonctionne, plutôt que d'être un individu isolé parmi d'autres individus isolés. Parce que si on en est arrivé là où on en est aujourd'hui, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais dans l'évolution de la civilisation humaine, c'est parce qu'on est capable de collaborer, c'est parce qu'on est capable de connecter, c'est parce qu'on est capable de prendre notre place au sein d'un groupe et de miser sur le groupe au lieu de miser sur le bénéfice individuel, au lieu de miser sur le bénéfice personnel, la reconnaissance personnelle. Et donc, il y a tout un tas de choses qui nous montrent que on prend pas forcément la bonne direction aujourd'hui à plein de niveaux, mais on peut aussi se réveiller et se dire il y a rien en fait qui m'empêche de vivre profondément cette reconnaissance, cette validation et de me sentir parfaitement aligné avec ce que je fais, sans pour autant que ce soit l'ego qui prenne le dessus. Et que il y ait un juste équilibre entre la personne que je suis et de quoi je fais partie pour justement aller de plus en plus de l'avant. Et je crois que je l'avais évoqué dans un précédent podcast, mais juste de ramener un petit peu aussi l'évolution. Je trouve ça super intéressant, justement, de le voir sous cet angle, que il y a pas si longtemps que ça, on faisait partie de clans. Puis après, on faisait partie de famille.
Puis plus le temps a avancé, plus en fait on se définit par notre prénom et par ce qu'on fait, ce qu'on accomplit. Un peu comme si, bah oui, on a notre famille, on a notre nom de famille, mais ça n'a plus la même valeur, ça n'a plus le même poids, ça n'a plus la même place, en fait, que ça pouvait avoir avant. Et je sais pas si t'as remarqué ça, toi aussi, Samir, et toi qui nous écoutes, mais vraiment cette individualité qui ressort de plus en plus et qui pose problème à plein de niveaux. En fait, qui exacerbe nos biais cognitifs, qui exacerbe nos réactions et nos comportements qui sont inadaptés dans le bon fonctionnement d'une société. Et en fait, c'est tout un chemin qu'on est en train de prendre, mais il y a aussi justement cette perte de repères et cette perte d'estime de soi qui est énormément présente aussi, de toute façon. Ouais, et puis cet individualisme, en fait, moi je le vois comme ça, hein, je dis pas que c'est la vérité. Pour moi, en fait, c'est le début de l'autodestruction de l'humanité. Moi, je le vois vraiment comme ça. Hein. Je suis très pessimiste par rapport à l'individualisme. Je pense que c'est important. En fait, on est les deux. On est des êtres sociaux et c'est important aussi de faire ce travail-là sur l'individualité, tu sais, en tant qu'individu. Mais effectivement, ouais, ce que tu dis, c'est très important là. Autrefois, comme tu dis, on était des clans et des tribus. Et la dernière fois, j'observais des fourmis et tu sais, au travers d'un documentaire et tout, les fourmis fonctionnent encore sous forme de société. En fait, chaque c'est pas des individualités, c'est plein d'individualités, mais avant tout, ce qui compte, c'est l'ensemble. D'accord? C'est le tout. Et c'est comme les abeilles aussi, c'est pareil. Ouais, c'est comme les abeilles. Et en fait, leur société, elle peut être impitoyable. Tu fais une grosse connerie qui peut mettre en danger tout le monde, il y a pas de pitié, quoi. C'est tu sais, une fourmi peut se faire découper par ses autres fourmis par les autres fourmis sans aucune discussion. C'est leur loi. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu vois. Et avant, on a fonctionné à certains moments de cette façon-là. C'est le général qui prime sur l'individuel. Ouais. Et ça a amené une certaine responsabilité. Ça a amené une certaine réflexion sur les actes qu'on pouvait poser, sur notre place aussi, en fait, dans un tout. Et cette place dans un tout, elle avait aussi une influence sur l'estime de soi. Parce que si on prenait notre place, bah forcément, ça venait aussi appuyer sur cette estime de soi positive également. Ou inversement. Je dis pas que c'est quelque chose de positif. Encore une fois, là, on va être dans des extrêmes. Il faut un peu les deux, d'accord? Mais c'est vrai que ce que tu dis est important. Et en fait, aujourd'hui, on va dans l'extrême opposé, dans l'extrême de, tu sais, l'individualité plus. Et moi, ça, je le constate de plus en plus. Et Julien, moi, ça me pèse un peu. Ça me pique encore un peu, mais je sais que je travaille encore sur moi. Par exemple, ici aux États-Unis, ce que je remarque, surtout depuis que j'ai déménagé là, un peu plus au nord des États-Unis, en fait, les gens sont hyper individualistes. C'est un truc de fou, Julien. C'est horrible. Je n'arrive pas à m'y faire. Mais c'est vrai que c'est assez troublant, en fait, ce côté très individuel. Et le truc, c'est qu'on a, quoi qu'il arrive, enfin voilà, faut pas se leurrer, on a besoin des autres, en fait, à un moment ou l'autre, parce que ça cause beaucoup de problèmes, en fait, cet individualisme en ce moment. Beaucoup d'isolement social. Les gens sont les uns contre les autres parce que justement, ils apprennent pas à se connaître, ils apprennent pas à construire ensemble, ils apprennent pas à créer de la cohésion ensemble. Donc bref, voilà, je suis parti un peu loin, mais c'est pas grave. J'ai fait mon Otis, Julien. C'est pas grave. Je sais pas. Oh, vous savez, je pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. C'est ça. Mais en tout cas, oui, ce que tu dis là, que le fait qu'on va de plus en plus vers des sociétés individualistes, oui, ça se voit clairement et ça cause d'autres problèmes. Ouais, et d'ailleurs, on peut peut-être évoquer aussi, parce que ça fait partie du sujet, le syndrome de la photo de groupe. Oui. Où finalement, est-ce que toi qui nous écoutes, ça t'arrive lorsque tu regardes une photo de groupe de te regarder en premier? Et en fait, ça c'est une illustration qui est simple, mais qui est claire de notre ego, il est toujours présent, et comment est-ce qu'il va se présenter et quelle place il va prendre. Parce qu'attention, on n'est pas en train de dire que l'ego c'est pas une bonne chose et que l'ego devrait être mis de côté. En fait, l'ego est très important parce que l'ego, il est là aussi pour te rappeler que t'es un individu à part entière, que tu peux faire partie d'un groupe, mais que tu n'es pas le groupe en tant que tel, et que tu as finalement tes propres valeurs, tes propres besoins, tes éléments en fait qui te composent, qui vont te guider et qui vont t'aider à avancer.
Et d'ailleurs, nous, dans nos programmes et la manière dont on travaille avec nos clients, c'est qu'on utilise le principe du bouclier égotique. Et le bouclier égotique, il est très important. Parce que le bouclier égotique, c'est lui qui va te permettre de savoir ce qui est bon, ce qui est pas bon, ce qui est en lien avec tes valeurs ou ce qui ne l'est pas. Parce que, encore une fois, le but, c'est pas de se fondre dans le groupe. C'est absolument pas ce principe-là. Mais c'est de savoir que t'as une place dans le groupe, que si le groupe venait à être défaillant, bah, tu peux sortir de ce groupe-là pour en construire un autre ou rejoindre un autre groupe, et que derrière tout ça, bah, t'as un bouclier égotique qui te permet d'avoir beaucoup plus de stabilité sur qu'est-ce que tu crois profondément, sur quelles sont tes valeurs, sur quels sont tes besoins, quelle est ton identité. Donc, on en a besoin. Si tu veux, ton estime de soi, elle n'est pas incompatible avec ton ego. Au contraire, c'est une dynamique, c'est des interactions qui se passent à l'intérieur de toi qui sont super importantes. Et de faire attention. On l'a dit, mais l'ego doit pas amener à une hyper-focalisation sur soi-même. Parce que sinon, ça devient un obstacle à la relation, ça devient un obstacle à ta joie, à ton ancrage. Donc, c'est bien de te voir sur la photo de groupe, mais il faut pas qu'il y ait que toi dans cette photo de groupe. Il faut que tu sois aussi en mesure de reconnaître tout ce qu'il y a autour de toi, de remettre de la relation, de remettre des interactions, parce que sinon, si c'est juste toi qui t'intéresse sur la photo, bah c'est qu'il y a un problème. Et derrière, ça va être de voir aussi quel est le regard que tu portes sur toi-même sur cette photo. Est-ce que tu vas te juger? Est-ce que tu vas te critiquer? Est-ce que tu vas porter un regard qui va pas forcément être bienveillant? Et la manière dont tu réagis face à une photo de toi dans un groupe, bah ça va aussi mettre beaucoup en lumière c'est quoi tes propres insécurités vis-à-vis de toi, c'est quoi les choses sur lesquelles tu as besoin de travailler. On est des êtres sociaux, comme tu l'as dit Samir, on est hypersensible au rejet. C'est quelque chose qui est pas bon du tout pour nous de se sentir rejeté. Donc on a besoin de créer des environnements qui sont soutenants, qui sont bienveillants et de pouvoir mettre en place tout ça dans ton quotidien pour t'assurer de soutenir aussi une hygiène émotionnelle, mentale, identitaire profonde pour que ton estime de soi puisse prendre sa place. C'est super important. Ouais, exact. Bah merci Julien, du coup pour cette précision-là, et c'est vrai que ça reste important. En fait, les deux sont importants. C'est juste ça. En fait, faut faire attention aux polarités, toujours. Faut vraiment faire attention aux polarités. Alors peut-être le troisième point, parce que tu avais parlé de la photo de groupe, les conséquences d'une faible estime de soi. On pourrait en parler. Donc Christophe André, qui a écrit plusieurs livres du coup sur le sujet, nous explique qu'une faible estime de soi, elle est souvent la racine de nombreuses difficultés psychologiques, comme l'anxiété, les comportements d'évitement, la phobie sociale, la dépression, ou même les addictions. Mais il y a d'autres choses qui peuvent rentrer en lien, telles que la procrastination ou le surcontrôle. Ça peut être une conséquence aussi d'une faible estime de soi. Le perfectionnisme bloquant, ou même la peur de l'échec, les relations toxiques, les dépendances affectives, les évitements relationnels, l'autosabotage. Donc vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent rentrer en lien. Aussi l'anxiété sociale, on en a parlé tout à l'heure rapidement. Donc vraiment, il y a l'estime de soi, elle peut impacter énormément de piliers ou de points chez nous, en fait, en tant qu'être humain. Tout à fait. Parfois, et ça je m'adresse aux coachs, mais je m'adresse aussi aux thérapeutes, à toutes les personnes qui travaillent avec de l'humain. Mais en fait, parfois, on a un client qui vient nous voir, qui a une grosse problématique, et on se rend pas compte que l'un des noyaux centraux de ce problème, c'est l'estime de soi. En fait, très souvent, ou avec des personnes qui ont ce genre de soucis-là, en fait, ils vont venir. Si on travaille sur l'estime de soi, ça va régler une grosse partie du problème, Vraiment. Donc ça, c'est un point important, et c'est peut-être aussi pour ça, moi, je l'intègre. Allez, dans 90% des accompagnements que je fais, je commence par ce travail. Quoi qu'il arrive, même si la personne, elle me dit j'ai une bonne estime de moi, etc., je travaille sur cette estime de soi. Je m'assure que l'estime de soi, elle est, en tout cas, qu'elle est suffisamment forte pour pouvoir avancer, en fait.
Donc je fais Tout à une fait. clarification là-dessus. Parce que si tu commences pas par là, bah tu vas construire quelque chose sur une terre qui est tu sais, qui est très molle en fait, Mhm. et à un moment ou l'autre tout va s'effondrer. Ouais. Ouais. Bah, c'est un pilier essentiel, effectivement. Et de prendre cette précaution, bah, c'est chouette aussi. Parce que, tu sais, on dit tout le temps que on fait bien évidemment confiance à nos clients dans leurs Ouais. capacités, dans les ressources qu'ils ont à leur disposition pour pouvoir progresser et atteindre les résultats qu'ils souhaitent profondément. Mais il y a aussi le fait que, bah, on se ment en permanence et du coup, on adopte, on adhère, on achète un discours intérieur qui est pas forcément finalement représentatif de la réalité que l'on peut vivre, des choses qu'on peut rencontrer. Et du coup, Ouais. savoir que bah, ce pilier-là de l'estime, il est super important. Donc, de toute façon, on va bosser dessus, on va repasser en revue. Si tout est aligné, bah, c'est parfait, on ira plus vite. Si par contre, on se rend compte que bah, il y a des éléments qui sont pas si alignés que ça, et qu'il y a des choses qui sont pas si stables que ça, eh bien, c'est un travail de fond, en fait, qui permet d'aller beaucoup plus loin et de reprendre la maîtrise de beaucoup de choses, en fait, dans notre vie. Donc c'est un super point que t'amènes là, Samir, par rapport à ça. C'est Ouais. super important, en fait, Mm. de pas juste se dire ah bah tiens, je vais bosser sur mon perfectionnisme, je vais bosser sur mon sentiment d'imposture, je vais bosser sur mes relations toxiques, je vais bosser sur ma peur de l'échec, juste en me concentrant sur ce point-là. En fait, et c'est ce qu'on explique tout le temps dans les cours à nos étudiants, c'est que quand tu mets le focus sur les problématiques qui sont évoquées par les clients comme étant le point à résoudre, tu t'occupes pas en fait de traiter la problématique qui est en amont de ça, parce que tu t'occupes que des symptômes. Ce que ton client t'amène et ce qu'il t'explique et ce qu'il t'apporte, c'est une liste de symptômes. C'est un peu comme si demain t'allais voir ton médecin et tu lui dis bah tiens j'ai un petit peu mal à la gorge et puis j'ai le genou qui bloque un petit peu, puis j'ai un peu mal à l'épaule et puis j'ai un peu mal au ventre et puis ton médecin il va pas te dire bah tiens je vais te donner un truc pour le genou, pour la gorge, pour l'épaule, pour le ventre, pour le machin. Sinon tu ne fais que soigner des symptômes et tu Mhm. résous pas la problématique. Donc là c'est un petit peu la même chose, c'est de savoir travailler en profondeur et stabiliser le système le plus possible en abordant tous ces éléments-là, bien sûr, sous différents angles, pour s'assurer que bah, finalement le client, la cliente puisse repartir avec toutes les ressources dont elle a besoin, cette personne, pour avancer, pour résoudre ces problématiques qu'elle rencontre. Donc c'est super important en fait, ce que tu partages là, Samir. Mm. Je te remercie, Julien. Est-ce que tu as envie justement aussi de parler du narcissisme? Parce que c'est vrai que, en Mhm, fait, c'est un raccourci. Il y a des personnes qui passent par le narcissisme pour mhm. remonter leur estime de soi. C'est une Ouais, c'est un c'est mécanisme une de compensation. Ouais. surcompensation. Ouais. Est-ce que peut-être t'as envie d'en parler un petit peu? Parce que c'est vrai que c'est des comportements qui arrivent de plus en plus en Mhm, société, et c'est peut-être une conséquence de ce que tu me disais tout à l'heure, le mhm. fait qu'on va de plus en plus vers des sociétés individualistes. Et peut-être que c'est en lien aussi avec le fait que on va dans des sociétés narcissiques. De plus en plus, il y a de plus en plus de personnes qui sont narcissiques, notamment au travers des Ouais, réseaux sociaux. Il y a cette espèce de symptôme de narcissisme qui revient ouais, souvent. complètement. Ouais. Bah, comme tu l'as dit, c'est de la surcompensation. En fait, c'est un mécanisme de défense et c'est une construction qui est très bancale en fait de l'estime de soi, parce que basée sur la dévalorisation des autres. Et la chose, c'est que cette dynamique-là, au-delà d'être problématique pour les relations sociales et pour que la personne puisse prendre sa place et bâtir finalement un réseau qui est stable et qui est aidant et positif, c'est qu'en fait, c'est destructeur. C'est destructeur à la fois pour l'environnement, mais c'est destructeur aussi pour soi-même en tant qu'individu. Et la problématique, c'est que comme c'est basé sur de l'externe et pas sur de l'interne comme on l'évoquait tout à l'heure, ben en fait, la personne va être en demande de plus en plus de cette validation, de cette reconnaissance, de ce besoin extérieur pour essayer de compenser ce qui se passe, et on peut se retrouver avec des comportements qui sont de plus en plus violents, de plus en plus négatifs, parce que bah tu comprends, la personne, elle a cette estime-là d'elle, mais en fait c'est une estime qui est gonflée aux amphétamines,
mais qui n'est pas basé sur le bon fonctionnement, en fait, de la psyché, des émotions. Et ça peut pas aller. Ça peut vraiment pas marcher. Donc il faut être vigilant aussi par rapport à cette dynamique de narcissisme, sans pour autant parler du trouble de la personnalité narcissique, où on va avoir vraiment des choses différentes qui vont se produire. Mais si on doit faire le lien avec ça, c'est de comprendre aussi qu'une personne narcissique, donc ce qu'on appelle communément en francophonie le pervers narcissique, en fait la problématique de ce profil-là, c'est que il s'en prend ou elle s'en prend aux personnes qui sont autour, en détruisant finalement l'estime et l'identité des autres pour maintenir la cohérence de sa propre identité. Parce que s'il y a bien quelque chose que ces personnes qui souffrent finalement de cette problématique ne supportent pas, c'est qu'on les remette en question, qu'on les amène à réfléchir sur eux-mêmes, qu'on les amène à prendre conscience qu'ils ne sont pas les personnes qui prétendent être, et qu'en fait on met en déséquilibre tout ce qu'ils ont bâti, alors inconsciemment, mais tout ce qu'ils ont bâti, et que en fait l'ego est en train de se défendre pour pas que ça s'effondre. Et la clé, c'est de faire en sorte que ce soit l'autre qui pète complètement les plombs pour, en fait, compenser le déséquilibre qu'on peut vivre nous-mêmes si jamais on est narcissiste, pour ne pas perdre l'équilibre du système et ne pas péter un plomb, justement, en plein vol. Mais c'est les autres qui payent. Fait que de faire très attention à cette notion de narcissisme qui est encore une fois un signe de souffrance. Ça n'excuse pas, ça ne justifie pas. Faut pas se dire ah bah oui mais l'autre est narcissiste parce qu'il est en souffrance donc le pauvre tu comprends, il faut du coup l'accompagner, il faut accepter, il faut ceci. Non, il faut pas accepter pour autant. Mais c'est de pas juger l'individu dans son identité profonde, mais de voir en fait que c'est un mécanisme de compensation et que ça voilà, si la personne est prête à travailler sur elle et à être accompagnée et à progresser, c'est parfait. Si elle l'est pas, c'est aussi après de faire des choix de ton côté en disant regarde, ta manière de fonctionner est toxique pour moi, donc merci d'être passé dans ma vie, la porte est là, je continue sans toi. Je continue avec beaucoup plus de distance, je continue avec d'autres personnes, mais ce sera pas avec toi. Et c'est aussi là où tu as tout un travail à faire toi de ton côté pour que ton bouclier égotique soit actif et que ton estime de soi se développe le plus possible. Effectivement, Julien. Maintenant, on va peut-être parler du prochain sujet et qui va nous montrer que notre estime de soi, elle est pas statique. Elle va évoluer au long de notre vie et aussi au travers des âges en fait. Et quand je dis ça, en fait, c'est que il y a plusieurs périodes de notre vie. Il y a l'enfance, il y a l'adolescence, il y a l'âge adulte. D'accord ? Et en fait, à l'âge de l'enfance, notre estime de soi, elle est principalement conditionnée par le regard des autres et par nos figures d'attachement. D'ailleurs, on en parle aussi beaucoup et il y a un moment où je vais faire une aparté qui est en lien et pas en lien en même temps. Si je parle par exemple, Julien, des drivers ou plutôt des pilotes clandestins, les injonctions qui nous viennent de nos figures d'attachement, justement, par exemple le soi fort, le fait plaisir, etc. C'est une manière en fait de répondre à cette estime de soi. C'est une manière de ok, on va m'aimer si je fais plaisir. On va m'aimer si je dis oui à tout. On va m'aimer si je m'oublie pour l'autre. Ou le soi fort, on va m'aimer si je ne me plains pas, si je ne montre pas mes émotions, si je donne cette impression d'être fort. On va m'aimer si je suis quelqu'un qui recherche le perfectionnisme, parce que je suis tout le temps parfait. D'accord ? Donc tout ça, en fait, je trouve ça intéressant parce que c'est aussi en lien, c'est des espèces d'injonctions, c'est des espèces de croyances, en fait, qu'on va se construire en tant qu'enfant de si j'agis comme ça, alors on va m'aimer. Alors mon estime de moi, elle est positive. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que ces injonctions, elles perdurent dans le temps et elles ont un lien, c'est en lien et pas en lien en même temps, mais elles ont un lien sur notre estime de soi. Je connais des personnes, par exemple, qui sont des soi parfaits, qui sont tout le temps en recherche de perfection. Et en fait, quand elles font pas les choses parfaitement, elles s'insultent, elles se salissent. Tu sais, elles te disent des trucs, je me dégoûte parce que j'arrive pas à faire parfait, parce que ceci, parce que cela. Donc, de comprendre que il y a cette première phase, je reviens dessus, cette première phase, c'est l'enfance où notre estime de soi va se construire justement au travers du regard de l'autre et de nos figures d'attachement.
de ce que nos Ouais. parents vont dire, de ce que nos proches vont dire. Et Ouais, c'est ça. Tous les malheureusement, retours qu'on va avoir. c'est ça. Est-ce qu'on a de la reconnaissance, de la validation, C'est du ça. soutien, de l'appréciation? Ouais. Il y a beaucoup de, de toute façon, il y a beaucoup de périodes dans l'enfance qui peuvent être traumatiques et qui peuvent blesser profondément, justement, notre C'est ça. estime. Justement, quand on a des figures justement parentales ou des figures d'attachement qui sont malheureusement toxiques, bah ça peut fortement influencer le développement de cet enfant en fait. Complètement. Ouais, vraiment. Complètement. Puis après justement, il y a l'adolescence. Est-ce que tu veux en parler, Julien, de l'adolescence? Ça change un petit peu. Les ados, ils sont jamais chiants, contents. hein. Ils Ils sont ont des boutons, ils sont moches. On a tous été ados. Hein. Des fois, je regarde mes photos quand j'étais ado, je me dis mais punaise, mais il y a un truc qui va pas. Tout part de travers, c'est pas possible. Bah, là où c'est un petit peu effectivement différent au niveau de l'adolescence, parce que ça joue. Alors, l'estime de soi est beaucoup tributaire de ce qui se passe pendant l'enfance. Ça, c'est vraiment le point de départ, comme tu l'as dit. Après, à l'adolescence, il va se passer d'autres choses, parce qu'à l'adolescence, en fait, on commence à vouloir se différencier du groupe d'appartenance de départ, et on cherche à appartenir à un autre groupe. Et cet autre groupe, on va aussi avoir besoin de leur regard, de son regard, de sa manière de nous percevoir, de nous valider, de nous reconnaître. Donc, c'est aussi un point qui est important parce que selon le groupe dans lequel je vais m'inscrire en tant qu'adolescent ou adolescente, ça va jouer aussi sur mon estime. Comment ce groupe-là interagit avec moi? Quelle est la place qu'il me donne? Quelle est la reconnaissance qu'il me donne? Quelle est la validation qu'il me donne? Et on le sait, les enfants de manière générale et les ados sont pas toujours les plus sympathiques entre eux et ils peuvent avoir parfois des attaques, des regards, des mots, des gestes, des choses qui peuvent être vraiment très très compliquées. Et ça va aussi jouer beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé pendant mon enfance, qui va se répercuter dans mon adolescence et dans mon groupe de référence où je vais essayer de m'inscrire, voire desquels je vais complètement m'isoler, ce qui sera pas forcément une bonne chose non plus. Et du coup, de voir en fait tout ça en disant même dans l'adolescence, ça va continuer en fait à se bâtir, à se construire, à se renforcer et ça peut prendre une dynamique plus ou moins positive pour la suite. Donc il y a tout un tas de choses qui sont remises en question pendant l'adolescence parce qu'il y a un cadre qui est différent, il y a des attentes qui sont différentes, il y a une découverte de soi aussi parce qu'on n'est plus l'enfant qu'on était, on est en train de se préparer à devenir l'adulte et forcément on a nos besoins qui changent, on a nos intérêts qui changent, on évolue dans nos interactions, on évolue dans tout un tas de choses et tout ça, ça peut remettre en question l'équilibre de notre estime de soi. Et si jamais dans cette période de grande transformation et de pression, malgré tout, on n'est pas bien encadré, on n'est pas bien accompagné, on n'a pas le bon cadre de référence, le problème c'est que ça peut vraiment venir blesser profondément notre estime et avoir un impact important sur le reste de notre vie, parce qu'après, il y a l'âge adulte qui suit derrière. Alors Samir, je sais pas si tu veux reprendre le relais, du coup, maintenant avec l'âge adulte. L'âge adulte, ça va être le moment où on va un peu plus s'émanciper. Encore une fois, ça dépend, d'accord? Si on a appris à travailler sur soi, si on se remet en question, parce qu'il y a ça aussi, en fait, c'est que tant qu'il n'y a pas cette remise en question, malheureusement, on peut pas avancer. Cette remise en question de nos acquis, en fait. Mais techniquement, c'est à l'âge adulte, après, que notre estime de soi va commencer à gagner en stabilité si on a appris à, justement, auto-nourrir notre estime de soi. Et ça peut passer par un travail sur soi, par une redécouverte aussi de soi. Et ça, c'est là où je faisais le lien avec les 3 mois, Julien. Je sais pas si tu as envie d'en parler, justement avec le mois social, etc. Ouais, si on parle là-dessus, effectivement. Alors, juste précision, à l'âge adulte, donc notre estime de soi va se stabiliser, se consolider. Maintenant, s'il y a eu le problème d'estime de soi lié aux expériences de l'enfance, de l'adolescence, ça veut pas dire qu'on peut pas en avoir à l'âge adulte. Par contre, ça va demander peut-être plus de travail et plus de temps. Il va falloir reconstruire les bonnes bases pour pouvoir avancer. Donc oui, la notion des 3 mois, c'est un élément qu'on amène en cours, d'ailleurs avec nos étudiants et nos clients aussi. C'est que il y a
trois grandes facettes du moi. Il y a le moi social, il y a le moi de la peur et il y a le moi dit authentique, le vrai moi. Et on est tous aux prises avec justement ces trois moi. Et ce qu'il faut essayer de faire le plus possible, c'est de les aligner et de comprendre que c'est normal d'avoir un attachement social. C'est normal de réajuster notre manière de nous comporter, d'agir, de faire pour pouvoir prendre notre place au sein d'un groupe. Donc on va porter, alors peut-être pas un masque en tant que tel, mais plutôt on va activer certaines facettes de notre personnalité et de notre identité dans certains contextes et moins dans d'autres et inversement, parce que on a besoin d'appartenir au groupe, on a besoin de prendre notre place. D'accord, être dans cette dynamique de ah non, moi je suis 100% authentique, je suis vrai tout le temps, si ça te plaît c'est bien, si ça te plaît pas, c'est pas bien. Non, en fait, t'es un gros con égoïste qui pense juste que en fait, il peut faire ce qu'il veut sans se soucier de l'impact que ça peut avoir sur les autres. Fait que c'est pas un mode de fonctionnement qui est équilibré. Moi, je suis entier. Ouais, je suis entier. Non, t'es juste casse-burne, en fait. T'as oublié d'avoir une éducation pour vivre en société. C'est pas la même chose. Mais tu sais, tu peux être authentique, tu peux être vrai avec toi-même, sans forcément que ça vienne empiéter sur l'équilibre des autres, sur la place que les autres prennent, parce que sinon, c'est juste ton ego qui est démesuré. C'est pas une question d'être authentique ou pas authentique. C'est t'ajuster pour faire en sorte que tu favorises au maximum la qualité des relations et du lien social que t'entretiens. C'est un fonctionnement qui est bénéfique. Ça veut dire que t'es fonctionnel dans tes capacités d'interaction sociale, dans ta capacité à prendre ta place, dans ta capacité à interagir et à être un élément qui contribue à l'équilibre et au bon fonctionnement d'une société. Donc c'est une bonne chose, parce qu'effectivement quand t'es juste en mode ah ouais non mais moi je suis authentique, je fais ce que je veux, je pense ce que je veux, je dis ce que je veux, je réagis comme je veux, en fait t'es dysfonctionnel par rapport au reste du groupe. Et cette dysfonctionnalité qui peut se présenter parfois, même si quelque part t'as l'impression que en fait c'est ton point d'équilibre et qu'heureusement que t'es comme ça parce que tu te fais plus marcher dessus, parce que ceci, parce que cela, en fait t'es juste en réaction aux blessures que t'as peut-être pu vivre avant, mais t'es pas fonctionnel. Ouais. T'es pas fonctionnel parce que du coup tu peux pas prendre ta place dans le groupe, t'es rejeté, t'es jugé, t'es critiqué, et tu rejettes la faute sur les autres. Alors qu'en fait, c'est toi qui fais pas forcément l'effort de prendre ta place et de t'intégrer et d'ajuster. Donc, on a ce moi social, mais qui est important, parce que ce moi social, c'est pas seulement le masque qui nous empêche d'être nous, mais c'est de comprendre qu'on a des facettes à activer et d'autres à désactiver en fonction de là où on est. On a le moi de la peur qui existe, qui est en opposition directe avec notre moi idéal, notre moi profond, et qui est un peu comme un système d'équilibre. C'est pour dire, j'ai besoin de savoir aussi la personne que je veux pas être et la personne que je ne veux pas devenir pour que je puisse bâtir finalement toute une stratégie, que je mette en place des actions et des décisions qui m'amènent à aller dans la bonne direction. Si je ne sais pas la personne que je ne veux pas devenir et si je ne sais pas ce qui ne me convient pas, j'ai beaucoup plus de chances de devenir cette personne que je veux pas et de vivre ce que je veux pas. Donc tout ce système identitaire lié à la peur, il est essentiel aussi dans le processus. Donc tout ça pour dire qu'on a différentes facettes qui nous composent, que notre estime de soi, c'est le pilier qui nous permet de prendre notre place de manière juste et de naviguer entre notre connexion sociale, mais aussi la gestion des peurs qui sont à l'intérieur de nous, et de connecter et de donner plus de place à notre version authentique de nous-mêmes et à ce qui est le plus aligné. Et que quand l'estime est pas au rendez-vous, malheureusement, c'est soit le masque social qui prend toute la place, soit le masque de la peur qui prend toute la place, et ou alors on passe de l'un à l'autre en permanence, mais on trouve pas de point d'équilibre. Donc l'estime, c'est le point auquel on va pouvoir se rattacher, et on va pouvoir naviguer tout en étant en sécurité. T'as ton harnais, t'es accroché, t'as ton mousqueton, machin, etc. T'es connecté à ton identité profonde et à ton équilibre personnel en naviguant finalement dans les deux autres moi qui sont aussi importants. Voilà, en espérant avoir été clair sur le sujet. Ouais,
J'espère aussi, mais je pense que ça l'était. Après, moi, je connais déjà le concept, donc c'est peut-être aussi que je suis biaisé. Je ne sais pas. Peut-être. Peut-être. Alors peut-être avant de finir ce podcast, justement de parler de 2 derniers éléments, ça va être l'impact du climat d'insécurité sur l'estime de soi. En fait, justement, Christophe André nous explique que l'insécurité ambiante augmente notre niveau d'anxiété, ce qui paradoxalement peut accroître notre besoin d'estime de soi comme moyen de se rassurer face aux vulnérabilités. En fait, en gros, dans un monde instable, donc que ce soit des crises économiques, que ce soit un monde où les réseaux sociaux prennent beaucoup de place, et aujourd'hui je pense qu'il est plus là le problème, avec l'un des principaux outils qui est en train de détruire l'estime de soi des gens, c'est les réseaux sociaux, d'accord, mais ça peut être aussi après d'autres injonctions, des injonctions contradictoires, tu sais, comme un enfant, fais ça, fais pas ça en même temps, tu sais, le cerveau il comprend pas là, c'est ok, tu me dis de faire ça, mais tu me dis de pas faire ça en même temps. Je parle de l'enfance, je parle aussi, on peut parler aussi des entreprises. Moi, quand j'ai travaillé pendant 10 ans dans une boîte, le fais ça, fais pas ça, c'est très commun, tu vois. On te demande de faire quelque chose, mais en même temps, on te demande de pas le faire. Donc, tu sais, tu comprends pas, en fait, ta place là-dedans et tu peux rapidement te sentir attaqué dans ton estime. Donc, tout ça peut avoir un impact et du coup, ça va être important, en fait, d'avoir une espèce de bouclier, de faire attention, en fait, de faire le tri aussi dans ce qu'on peut nous amener. Et je parlais des réseaux sociaux, je pars un peu dans tous les sens, mais je parlais des réseaux sociaux, le fait que les réseaux sociaux vont attaquer notre estime de soi, c'est aussi beaucoup la dérive de la comparaison, en fait. En fait, on a des personnes qui sont dans le narcissisme, qui sont dans une construction du soi qui n'existe pas, d'accord ? Qui est lissé, qui n'existe pas, qui est contrôlé en fait. Et à force de le voir, notre cerveau il se dit en fait moi je suis pas comme ça. Moi je suis pas aussi belle, ou je suis pas aussi beau que cette personne. D'ailleurs, je vais faire encore une aparté, mais j'aime bien aussi ces influenceurs et ces influenceuses qui se lèvent le matin tout pomponnés, tu vois. Ils se lèvent le matin, tout va bien, tu vois. Ils ont pas les yeux gonflés, ils ont pas les cheveux en pétard, tu vois. Et ils donnent cette impression que le matin, eux, ils se réveillent comme ça, en fait. Alors que c'est totalement faux, tu vois. Bref, tout ça, en fait, ça va venir comme attaquer notre estime de soi. Et ça va être important, nous, en tant que personne, d'apprendre à faire la différence, en fait. D'apprendre à se dire, écoute, non, en fait, je suis parfaitement imparfait et c'est parfait, en fait. Voilà. Ouais, complètement. Ouais, complètement. C'est des points effectivement auxquels on fait pas tellement attention, et puis c'est surtout problématique alors pour les adolescents, pour les enfants. Ouais, surtout. D'avoir ce cadre finalement de réseaux sociaux, et est-ce que c'est une bonne chose que les réseaux sociaux existent et soient accessibles pour les enfants et les adolescents? Je suis pas certain en tant que tel. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui pourraient être ajustées de ce point de vue-là, et je pense d'ailleurs qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Pour répondre à cette question-là. Fait que c'est sûr que ça va amener de la résistance, que ça va amener tout un tas de choses, mais après voilà, derrière c'est quand on n'est pas nous en mesure, individus capables de prendre des décisions et de faire des choix qui sont éclairés, à un moment donné c'est les autres qui les font pour nous, ce qui est pas toujours très agréable, mais c'est pas forcément pour la mauvaise chose. Donc ça c'est une chose, et puis il y a des personnes qui vont être effectivement profondément instables dans leur estime et qui vont aussi être victimes collatérales de tout ça, où ça va jouer beaucoup, ça va amener beaucoup de choses, sans parler bien évidemment des créateurs de contenu dans cette dynamique-là, qui vont finir en fait par payer le prix fort de tout ce qu'ils mettent en avant, de tout ce qu'ils font, de tout ce qu'ils développent, parce que ce jeu finalement de rôle qu'ils ont à se montrer sous un angle particulier, à montrer que leur vie est parfaite, que ça fonctionne bien pour eux, etc. En fait, ils entretiennent un mensonge qu'ils associent à leur identité profonde, petit à petit. Et le problème, c'est que, et on en avait déjà parlé, je pense, dans un précédent podcast, mais le mensonge, plus il est entretenu, plus en fait, il vient dérégler notre image de nous-mêmes, notre perception de nous-mêmes, la perception de la réalité. Ça vient
bloquer notre intuition et ça vient en fait suractiver nos mécanismes de défense et ça vient suractiver en fait notre insécurité profonde et du coup ça vient blesser notre confiance, notre estime et tout un tas de choses. Donc quelque part, malheureusement, toutes ces personnes-là, si elles continuent à aller dans cette direction, vont finir par le payer cher profondément à un moment donné ou à un autre. Ou alors c'est qu'elles ont un cadre amical, personnel, familial qui est ultra stable, où ils savent qu'ils jouent un rôle pour les besoins de leur mission professionnelle, mais qu'à côté de ça, ils arrivent à s'en détacher, ils arrivent à faire la part des choses concrètement. Mais s'ils n'arrivent pas à faire la part des choses et que ça devient leur identité profonde, dans ce cas-là, je fais le pari que ça va faire des gros dégâts pour la suite. Je leur souhaite pas, bien évidemment, mais il y a de grandes chances que ça fasse des gros dégâts pour la suite. Ouais, j'en doute pas. Je sais que là, il y a en ce moment, en tout cas en France, ils sont en train de voter des lois aussi. Je crois ils veulent voter des lois pour interdire les réseaux sociaux aux plus jeunes. En ce moment, ouais. Donc ça va faire scandale. Il y a des gens qui vont pas être contents, mais écoute, moi je trouve ça drôle parce que les concepteurs même de ces réseaux sociaux interdisent l'accès c'est ça. à leurs enfants. Ouais. Voilà, mais pour les autres, non, il faut les utiliser. Et en plus, ils mettent même pas de limitation d'âge et tout. Enfin, soi-disant, ils mettent, mais il y en a malgré tout. Bon, c'est un bouton à cliquer. T'as juste à dire oui. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas compliqué, là. Clairement. Donc, peut-être le dernier point, ce serait, peut-être des outils, enfin, un outil, qui pourrait aider. C'est le fait d'apprendre à s'oublier. Moi, j'intégrerai aussi la gratitude, mais on en reparlera après. La gratitude peut aider à reconstruire son estime de soi. Mais en fait, apprendre à s'oublier peut t'aider justement à reconstruire une estime de toi qui va être positive, ou plutôt à la consolider. Et quand je dis s'oublier, c'est quoi? C'est juste d'apprendre à agir sans se demander à chaque fois si on est assez bien, si on fait bien les choses, que va penser l'autre de moi, etc. Donc vraiment de faire les choses, mais en te foutant la paix. C'est ça. Au plus tu vas apprendre d'arrêter de se regarder le nombril, là. C'est ça. Ouais. Parce que c'est ça qui est drôle, en fait, c'est que, en fait, c'est les conséquences pas d'un repli sur soi, mais, d'être égocentré, en fait. L'égocentrisme nuit à notre estime de soi. Ouais. Contrairement à ce qu'on peut penser, parce qu'il y a des gens qui pensent le contraire. Mais, en réalité, ça va nuire à notre estime de soi. Complètement. Ouais. Complètement. Donc voilà, donc vraiment, fous-toi la paix, agis sans te demander à chaque fois si, est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que pense l'autre de moi, etc. D'apprendre à être présent pour les autres aussi, sans cette peur d'être jugé, ça va être important. Vraiment de te foutre la paix, en fait. C'est vraiment ça qui va être important. Et puis aussi d'aller plus vers l'authenticité, tu vois. Mais comme tu l'as dit, Julien, faire la différence entre cette authenticité et le fait de pas respecter l'autre, parce que c'est vrai que moi j'en ai connu aussi des comme ça, des gens qui prônent le fait qu'ils sont entiers, sauf qu'en fait ils sont constamment en train de piétiner les autres, là. Ils sont tout le temps en train de piétiner les autres et ils disent si t'es pas content, je suis entier, moi je suis pas un faux cul, etc. Non, en fait, là t'es dans l'extrême. À laisser. Ouais, c'est ça. Oui, puis ce sont elles les victimes, en fait, ces personnes-là. Elles sont victimes du jugement des autres, elles sont victimes du rejet, elles sont victimes et tu sais, j'utilise souvent cette expression puis je me l'applique à moi-même là, c'est que si jamais t'as une problématique dans ta vie qui se répète constamment, malgré que tu sois dans des contextes différents ou avec des personnes différentes, pose-toi la question, c'est quoi le point commun? En général, c'est toi. Fait que si le problème se reproduit, c'est que le problème vient de toi. Pas à 100%, on est d'accord. Mais c'est que t'as une part à jouer dans tout ça et que on peut pas juste rejeter à chaque fois sur l'extérieur, même si le système le fait avant tout pour se préserver dans son équilibre. Mais si l'équilibre est pas bon, c'est pas une bonne idée que de continuer. Et tu sais, tu nommais, et je rebondis vite fait là-dessus parce que on veut pas non plus que le podcast dure 10 ans. C'est que tu sais, agir, être présent sans avoir peur d'être jugé. En fait, c'est vraiment de dire c'est ok d'avoir une peur d'être jugé par les autres. C'est légitime, c'est d'avoir une peur qui ressort à un moment donné. Mais c'est de comprendre que cette peur, elle est avant tout là
parce que tu portes toi-même en premier lieu ce jugement sur toi. C'est toi qui es à l'origine du jugement de départ. Si quelqu'un te juge alors que tu t'y attendais pas ou autre, bon bah très bien, la personne réagit, je m'y attendais pas, c'est pas cool ce que la personne me dit, je prends du recul, je me détache. Mais si tu vis cette peur d'être jugé, c'est de comprendre que cette peur, elle est générée parce que tu portes ce jugement. D'abord, toi-même, sur toi. C'est toi qui te juges comme étant pas assez, comme étant trop, comme étant ceci, comme étant cela. Et c'est parce que tu as ce jugement qui existe au fond de toi que cette peur-là se déclenche et est projetée sur les autres. Parce qu'en fait, à ce moment-là, le danger, c'est pas les autres, c'est toi-même vis-à-vis de toi. Par rapport à ce que tu penses de toi, à ce que tu crois de toi, à ce que tu vois de toi. Donc, je voulais juste repréciser ça pour que ce soit bien clair. Ouais, merci Julien. C'est une bonne, c'est cool de l'avoir précisé. Et puis voilà, peut-être que moi, ce que j'ajouterais aussi, parce qu'on a partagé beaucoup de choses, je me rappelle même plus de tout ce qu'on a partagé, mais la gratitude peut aider en fait aussi à apprendre à reconstruire son estime de soi. Donc tenir un journal de gratitude au quotidien sur les bonnes choses qui se sont passées aujourd'hui, par exemple, pour lesquelles nous avons de la gratitude. Ça aide à mettre le focus justement sur les choses qui peuvent être assez positives, sur les bons côtés aussi de nous-mêmes, et ça peut aider à construire justement une estime de soi positive. Alors après, on a l'autre manière notre autre façon de faire le journal de gratitude, Julien, que tu m'as partagé à plusieurs reprises, c'est une gratitude vers le futur, de ce qu'on désire, justement d'écrire. C'est important aussi. Voilà, d'écrire ce qu'on cherche à atteindre tous les jours, d'avoir de la gratitude pour ce qu'on n'a pas, mais ce qu'on va avoir dans le futur. Vers quoi on s'en va, qu'est-ce qu'on met en place, la confiance dans les choix qu'on fait, la progression qu'on fait. Ça joue beaucoup. Ça joue énormément. Même si la confiance et l'estime sont deux points finalement qu'il faut pas confondre et ils sont pas interdépendants, ils peuvent travailler ensemble, mais tu peux avoir confiance en toi sans avoir de l'estime, tu peux avoir de l'estime de toi sans avoir confiance. Fait que les deux sont super importants, mais le journal de gratitude permet de travailler sur ces deux aspects-là. C'est une bonne chose. Le point, moi, qui me viendrait, c'est faire régulièrement une pratique comme la sophrologie pour bâtir une image de soi et en fait un rapport au schéma corporel qui est beaucoup plus adapté et beaucoup plus positif et bienveillant parce que ça joue énormément. Ton rapport à toi, ton schéma corporel que tu développes et que tu entretiens dans ton mental, ça joue énormément sur la place de l'estime de soi. Donc ça peut être une super approche aussi. Donc toi qui nous écoutes, si jamais tu as besoin, tu peux bien évidemment retrouver les sessions de sophro qui sont partagées à travers Lumen Animi. On pourra remettre le lien en description de ce podcast, mais tu peux aussi aller voir un sophrologue, une sophrologue et travailler régulièrement justement sur cette pratique parce que ça va t'aider à bâtir des choses différentes, à mettre en place des choses différentes pour la suite. Donc vraiment, travaille là-dessus. Ça peut être un gros plus pour progresser sur cette question. Ouais. Et puis aussi, en plus de la sophro, ou à côté, ce qui peut être fait aussi, c'est de travailler avec un coach. Un coach peut aussi t'aider justement à faire le tri et puis à créer un peu plus de clarté sur ton estime de soi. Je pense que les deux sont bien en parallèle, même si tu travailles avec un coach, de faire de la sophro derrière, parce que la sophro, en fait, c'est une autre manière, c'est une autre manière de travailler. Il y a des changements qui se font beaucoup plus en douce. Je sais pas comment te l'expliquer parce que moi je viens effectivement dans les sessions de sophro du lundi là et je suis revenu parce que j'ai senti que j'en avais le besoin. Ça fait après 1 an sans sophro et c'est vrai que ce changement se fait différemment, hein, de façon un peu plus douce. La sophro, c'est bien. C'est un changement de fond. Voilà. Ouais. C'est ça. C'est le bien, la sophro. Mais c'est un changement qui se fait en douceur et surtout en profondeur. C'est pas c'est pas la technique qui te transforme d'un seul coup. De toute façon, ça n'existe pas. Mais qui te donne l'impression de il y a tout qu'à bouger, ça y est, ma vie est alignée, tout va bien, les planètes sont alignées, etc. Et puis 3 semaines plus tard, t'as Mercure qui est en rétrograde et t'as la Lune dans le cul et t'avances plus. Fait que c'est qu'à un moment donné, c'est aussi de voir que parfois prendre des raccourcis, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Et la sophro demande du temps, demande de la pratique, de la répétition, beaucoup. Mais ça agit tellement en profondeur et ça te restabilise tellement dans ton identité
et dans ton moi profond que c'est beaucoup trop bénéfique pour pas en faire et pas en parler. C'est ça, clairement. Mais je dois être biaisé dans ma perception des choses. C'est ok. Peut-être qu'un jour on pourrait faire un podcast sur la sophrologie dans la systémique du bonheur aussi, puisque de toute façon c'est une approche aussi carrément, avec grand plaisir qu'on enseigne dans l'Institut Merlin. Ouais, voilà, écoute Julien, on a partagé beaucoup de choses. Je sais pas si t'as d'autres choses à ajouter ou. Il y a toujours des choses qu'on pourrait ajouter, mais je pense après que ça serait des redites ou autres. Fait que les outils habituels qu'on te propose, applique-les parce que ça va malgré tout jouer. Et garde bien en tête que ton développement personnel ne doit pas servir ta cause personnelle. Bien sûr que ça va jouer sur toi, sur ton bien-être, sur ton épanouissement, mais il faut aussi le faire dans le cadre de l'appartenance à quelque chose de plus grand, à un groupe, à une cause, à quelque chose que tu veux, dans lequel tu veux t'inscrire, parce que ça va jouer beaucoup aussi dans ton équilibre. Faut pas tomber dans le piège de je me développe personnellement pour moi, pour ma gueule, pour mes résultats, pour mon propre plaisir. Parce que, en fait, c'est le chemin le plus direct pour que, en fait, tout ce que tu mettes en place soit une source de souffrance pour toi. Et que finalement, tu vas juste poser des actions qui vont être délétères pour le reste et qui vont impacter négativement en profondeur ton mode de fonctionnement et tout ce qui se passe en fait pour toi. Donc fais attention à ça. Exact. Bon, toi qui nous écoutes, pour gagner en estime de toi-même, on va t'inviter à liker, commenter, partager ce podcast, puisque notre podcast a un effet thérapeutique, peut-être pas thérapeutique, je n'utiliserai pas ce mot-là, mais magique en tout cas sur nos auditeurs. Donc il a un effet laxatif sur les idées de merde. ça c'est pas mal. Ouais. Et les perceptions de merde qu'on peut avoir de nous-mêmes. Exactement. Ça permet d'évacuer. Donc vraiment, crois-nous, teste, d'accord? Tu likes, tu commentes, tu partages, tu nous laisses un commentaire ou 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify, peu importe. Et tu vas voir que ta vie va se porter beaucoup mieux. Nous, on tape pas dans le porte-monnaie. On te demande juste de laisser un petit message, voilà. C'est ça. Après, si t'en as trop dans le porte-monnaie, on prend aussi, hein, mais c'est ça. Mais c'est pas le but de ce podcast en tout cas. Donc, on compte sur toi pour soutenir tous ces échanges et tous ces épisodes qu'on met en ligne depuis plusieurs années et qu'on va continuer aussi longtemps qu'on le pourra et qu'on aura des choses à dire. C'est ça. Merci pour ton soutien. Malgré tous les défis en fait qui peuvent se présenter dans notre vie, on n'a jamais lâché, Julien. C'est vrai que on n'a jamais loupé. On n'a jamais lâché. Je pense qu'on n'a jamais loupé un seul épisode. Ouais, on n'a jamais loupé. On s'est toujours débrouillé pour qu'il y ait des épisodes toutes les semaines, toute l'année. Donc, ouais. C'est ça. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est qu'avant de commencer ce podcast, ce que je disais à Julien, on allait le faire un peu plus tard dans la journée parce que je disais, ma fille a fait une boum toute la nuit, on fait ça le matin. J'avais les yeux gonflés, tu sais, au début du podcast. Si ça se trouve, ça se voit, hein, mais j'avais les yeux bien gonflés et tout. Je me suis dit, comment je vais faire pour faire ce podcast? mais voilà, ça nous donne de l'énergie, ça nous motive, ça nous nourrit. Et tout à l'heure, je te disais, Julien, je sais pas comment je vais faire pour faire cette journée en fait, tu sais, pour aller jusqu'au bout de cette journée. Mais en fait là c'est bon, j'ai assez suffisamment d'énergie, ça m'a reboosté. Je vais avancer sur mes projets. Bah exactement. Et puis on fait avec ce qui est disponible sur l'instant, on fait avec les moyens qui sont à notre disposition. Et je crois que c'est important aussi de rappeler aux gens que c'est pas parce qu'on fait le métier qu'on fait et qu'on partage les informations qu'on partage et qu'on a ces connaissances là, etc. que en fait notre vie elle est réglée comme du papier à musique, que tout roule et que tout fonctionne et que tout va bien et qu'on s'énerve pas et que des fois on se dit pas merde ça marche pas, ça me saoule. On a les mêmes problèmes que tout le monde à d'autres niveaux, sur d'autres sujets bien évidemment, dans une autre mesure, mais c'est clairement pas en tout cas c'est pas ça sera jamais le message qu'on voudra faire passer et ce qu'on voudra montrer. On montre ce qu'on peut de mieux, bien évidemment, parce que c'est important pour nous d'apporter le mieux qu'on puisse au moment où on le fait. Mais c'est aussi de savoir que y a des fois c'est moins drôle, et puis il y a des fois c'est plus difficile, puis il y a des fois on dort pas bien, puis il y a des fois on dort pas du tout parce que voilà. Et Samir, toi t'as fait la fiesta toute la nuit avec ta femme et ta fille, voilà. Ouais, c'est ça. Surtout ma fille. Elle est en forme, hein. Elle est très en forme. Pète le feu. Ah, mais grave. Une pile Energizer, Julien. C'est dingue.
On va lui oui, acheter des oreilles de lapin. je pense que je vais lui acheter la tenue, tiens. Je vais essayer de la trouver, faire une belle petite photo. Ça pourrait être Ça cool. peut être drôle. Mais oui, voilà, c'est important de le garder. C'est que nous aussi, on est parfaitement imparfaits. Et je sais qu'il y a des personnes dans ce domaine-là, du coaching, etc., qui essayent de montrer, qui vont te faire croire qu'ils sont tout le temps au top et qu'il n'y a pas de moment où ils flanchent, il n'y a pas de moment où ils sont fatigués, ils passent pas par des moments difficiles. Bah non, en fait, on est tous pareils. Voilà. Parfois, je m'énerve. Parfois, je suis je suis beaucoup plus calme. Parfois, je suis fatigué. Parfois, je le suis moins. Parfois, j'ai des doutes, tout comme toi, Julien, et on se relève. C'est juste que au travers, nous, ce qu'on t'enseigne, on essaye de l'appliquer au quotidien. D'accord? Je vais laisser juste mon chat rentrer parce que là, elle est pas contente. Elle aussi, elle fait la fête. Elle s'exprime. Dès que je ferme la porte. Donc en fait, voilà, nous aussi on passe par tous ces trucs-là, mais c'est juste que les outils qu'on a, on essaie de les appliquer, ce qui fait que plutôt que ça dure une semaine comme on le faisait auparavant, où on va boucler pendant une semaine, on arrive à reprendre, on va dire, la maîtrise des choses beaucoup plus rapidement. Et c'est ça en fait qu'il faut comprendre, c'est que tu seras jamais au top. L'important c'est justement que tu arrives à surfer sur ces vagues-là. Et dans la vie, les creux sont tout aussi importants que lorsqu'on est au pic des vagues. Les deux sont importants. Ouais, il faut savoir dealer. Ouais. Il faut juste pas rester trop longtemps dans le creux. Et puis quand on est dans les pics, être trop longtemps dans les pics, c'est souvent contre-productif aussi. Ouais, complètement. Voilà. Et Foll a validé. Merci Samir pour ça. Et Foll vient de valider. Ouais. Donc c'est cool. On a entendu Foll. Exactement. Parfait. Eh ben écoute, toi qui nous écoutes, on va te laisser là pour aujourd'hui. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Donc on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Samir? Je vais t'inviter à croire au maximum en ton potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour. N'oublie pas non plus à quel point t'es magique et que t'as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la prochaine.